m'appelle Albert Moukébert, je suis psychologue clinicien et je suis docteur en neurosciences, donc j'alterne entre la clinique où j'ai mon cabinet, je suis prof à Paris 8 pour les étudiants de master de psychologie. Et d'un autre point de vue, je m'intéresse beaucoup à comment est-ce qu'on forme des opinions, pourquoi on ne change pas d'avis. Et en gros, comment est-ce que notre cerveau réorganise la réalité pour nous convaincre qu'on a raison. Et donc j'ai fondé Chiasma, une association avec des potes chercheurs. On travaille sur ce genre de sujet, la flexibilité mentale et le raisonnement critique. Aujourd'hui, on est du coup à Ethics by Design. C'est un événement voilà, où il y a table ronde, conférence, atelier. Toi, tu as participé à un atelier, tu peux nous en parler un petit peu? Alors j'ai participé à un atelier qu'on a développé avec le mouton numérique sur l'éthique du design. Et donc comment est-ce que quand on design des applis ou des sites, on est en train de faire des choix éthiques, souvent étayés par des biais cognitifs, donc le sujet sur lequel je travaille, d'où la collaboration. Et on voulait vraiment faire un atelier où on met en évidence ces différents biais et qu'est-ce que ça dit de nos choix éthique, politique, sociétale, c'est-à-dire par exemple est-ce que faire une appli où quand tu scrolles ça finit jamais, est-ce que c'est quelque chose qui est bien, mauvais et pourquoi et qu'est-ce que c'est en train de mobiliser comme ressource attentionnelle ou perceptive dans le cerveau. Et est-ce que tu peux me donner, toi, ta définition personnelle de l'éthique? Alors, ma définition de l'éthique, pas mon éthique que je suis, ma définition de l'éthique est quelque chose qui est très rattaché aux valeurs. Je pense que l'éthique est quelque chose qui est très culturel, sociétal. Euh, c'est marrant que tu me poses cette question, puisque quand j'avais 15 ou 14 ans, j'étais à l'école, je lisais presque jamais les livres qu'on devait lire. Et à un moment, dans un cours, on devait lire un livre qui s'appelle Voyage à Bougainville. Euh, je pense que c'était de Diderot, il faudrait que je vérifie, où il voyage dans un autre pays pour visiter quelqu'un et les gens l'apprécient tellement qu'il lui offre sa sœur. Genre l'hôte lui dit bah, je veux t'offrir ma sœur. Et pour lui c'est genre what the fuck, tu peux pas m'offrir ta sœur. Et pour une personne c'est complètement éthique et pour l'autre pas du tout. Et c'est vraiment sur ça que je travaille, c'est pour comment est-ce que chacun de nous se raconte des histoires pour qu'on passe d'un truc éthique ou pas. Et on fait ça aussi en psychologie clinique. On sait que dans les années 60, je sais pas, l'homosexualité était considérée comme une pathologie et ça ne l'est plus. Et donc beaucoup de fois, une grande partie des choix sociétaux, comme la pathologie, comme les maladies, quand on pense à l'éthique, on pense souvent, par exemple en design, à l'éthique de l'argent, de la croissance, de tout ça, mais l'éthique est quelque chose, les valeurs en tout cas, c'est quelque chose qui est perméable dans plein de décisions, on ne le voit pas. Et donc pour moi, l'éthique, c'est ce que quelqu'un se raconte pour se dire que mon acte est juste ou pas. Il y a même des chercheurs qui ont étudié vraiment qu'est-ce qui se passe quand on t'expose à une histoire d'inceste, où il y a de l'inceste, une sœur et un frère couchent ensemble, mais sans que ça ait des conséquences négatives, et comment les gens le rejettent presque instinctivement alors qu'ils n'ont pas vraiment une raison. Et donc pour moi, l'éthique est quelque chose qui est très lié à la culture et dans le milieu dans lequel on baigne. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est imposé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter pour qu'on continue à transformer l'éthique vers quelque chose qui, et là c'est moi personnellement, je suis plutôt pour une éthique qui suit les valeurs humanistes. Et donc c'est le combat que je mène. Chacun d'entre nous est en train de contribuer à pousser la société dans un certain sens éthique. Et c'est quelque chose qui est tout le temps en transformation. Malheureusement, on pense que quand on dit éthique, que c'est des valeurs ou la morale, que c'est des valeurs absolues. Pour des raisons religieuses ou autres, alors que c'est vraiment des choses qu'on construit en permanence. Et c'est important de mettre une lumière dessus. C'est des valeurs qui mutent en effet. Et je pense qu'on en reviendra un petit peu après parce que justement c'est cette histoire de comment on se raconte une histoire et comment du coup on accepte certaines choses. Des fois il peut se passer des choses horribles. Et puis il y a aussi cette idée de ethic washing des fois je pense dans les entreprises. Et je te propose qu'on y revienne un tout petit peu après. Ouais. J'ai 2-3 petites questions là-dessus, donc je reviens un peu sur ce qui a été dit à l'atelier sur Netflix. Tu as parlé d'une notion qui s'appelle la paralysie de choix. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu brièvement? Alors la paralysie du choix, j'espère que tout le monde est familier à peu près avec les biais cognitifs, sinon vous pouvez aller les checker. C'est une sorte de biais cognitif où si vous donnez... On pense qu'avoir le choix c'est une bonne chose. On parle tout le temps moi j'ai le choix, je suis un agent de... Et en fait ce qu'on a découvert c'est que si vous donnez trop de choix, ça met la personne qui est face à ses choix dans une paralysie de choix où elle n'arrive pas à choisir. On a fait ça notamment pour ce que je disais à l'atelier pour des glaces. En fait, si tu as une boutique qui vend des glaces et tu as 3 parfums, les gens choisissent mieux et limite sont plus contents que si tu ouvres une boutique de glace qui en a 40.
parce que les personnes se sentent complètement débordées, ils savent plus quoi choisir et souvent vont se barrer. Et on voit ça aussi dans les supermarchés beaucoup. S'il y a un rayon avec 10 000 chocolats, on prend beaucoup plus de temps que s'il y en a 10. Et là, c'est là où la nuance est importante, parce que le but n'est pas d'avoir juste pas de choix, ou genre un chocolat ou une glace, mais où est-ce qu'on met le curseur pour que la personne soit agente de son choix, mais en même temps qu'elle ne soit pas débordée. Et c'est cette notion aussi de nuance et de continuum que je réfléchis pas mal, que ce soit pour les choix, mais de sortir de la vision binaire. Souvent, on pense en manière binaire, parce que notre langage est quelque chose qui catégorise les choses. Genre, il y a les hommes, les femmes, les blonds et les bruns, etc. Alors que la réalité est beaucoup plus sur un continuum. On voit ça sur les nouvelles découvertes sur la théorie du genre. Comment on peut être un peu homme, un peu femme, etc. Et cette nuanciation est importante sur plein de sujets, comme par exemple le choix. Le but, c'est pas tout le temps de donner tous les choix ou pas du tout. Il faut réfléchir à où est-ce qu'on se trouve sur ce continuum et s'éloigner autant qu'on peut de cette vision binaire des choses. Pas le choix, tous les choix, les gentils, les méchants, le blanc, le noir, etc. On se rend compte d'ailleurs, quand tu l'étends un peu, on se rend compte même avec le web, toutes les options, toutes les opportunités qu'on a, finalement, on peut faire plein de choix et finalement on se rend compte qu'il faut nous-mêmes nous imposer des contraintes parce qu'en fait il y a trop d'informations, il nous faut des filtres. Justement, je vais rebondir sur Netflix. Vous parliez de Netflix et tu disais que justement tu parlais de cette paralysie de choix parce que justement il y avait plein d'éléments possibles. Alors que Netflix, moi j'avais lu un article qui disait que justement ils se vantaient de leur algorithme pour justement détecter des personnalités de personnes, tu vois, et en fait que dès qu'on se connecte sur Netflix, on est face à nous le film qu'on voulait voir au soir. Toi tu disais que justement non, t'as l'impression qu'on passe plus de temps à chercher notre film qu'à le regarder. Ça veut dire quoi? Netflix c'est mal fait? Ou alors est-ce que derrière il y a peut-être d'autres choses? Alors, de la collecte d'informations qui pourrait du coup poser des problématiques. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. La première, c'est quel est le but de Netflix? Est-ce que le but de Netflix, c'est que tu regardes des choses intéressantes ou est-ce que le but de Netflix, c'est que tu restes sur la plateforme? Parce que la paralysie du choix te retarde dans ton choix, donc tu restes plus de temps. Donc si je voulais être cynique, je dirais que l'éthique de Netflix, c'est pas que tu regardes des trucs intéressants, c'est juste leur truc marketing. Le but, c'est que tu y restes. Et donc mettre beaucoup de choix, tu es en paralysie, tu restes trop longtemps. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas choisir quelque chose limite presque au hasard et tu vas pas nécessairement t'y intéresser. Je pense que beaucoup de gens ont déjà été dans des situations où ils mettent une série sur Netflix et limite, ils la regardent quasiment pas. C'est juste là en train de tourner. Donc ça dépend de quel niveau, c'est quoi le but. Et deux, il faut aussi savoir que Netflix a beaucoup changé. C'est-à-dire, au début de Netflix, c'était beaucoup plus... Les choix étaient beaucoup plus restreints et aujourd'hui Netflix achète des licences de plein de films, même anciens, de séries anciennes, etc. Et donc les choix se multiplient. Avant, ils étaient vraiment sur des Netflix originales. Et donc ce changement aussi pour eux. Et peut-être qu'eux, ils sont en train encore d'essayer de voir comment résoudre ce problème. C'est-à-dire, ils ont ouvert beaucoup de contenu d'un coup. Parce que leur but, je pense, c'est de devenir vraiment un studio de distribution, mais ça, c'est un autre sujet, et c'est moi qui hypothétise. Mais on revient là, et c'était le but vraiment de l'atelier, de revenir au fait que le choix doit être dirigé de façon éclairée par l'éthique, par qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que Netflix veut que les gens voient du contenu intéressant, et dans ce cas-là, ils sont pas en train de faire un très très bon boulot? Est-ce que Netflix veut que tu restes sur Netflix indépendamment de ce que tu es en train de faire? Et là, c'est pas une si mauvaise option de donner beaucoup de choix et de pousser des gens à regarder sans même regarder. L'important, c'est que le service soit en train de tourner. Donc c'est ces deux choses. C'est la même chose sur Internet. Sur Internet, il y a des milliards et des milliards et des milliards de pages web, alors que la majorité du temps, il faudrait faire l'expérience d'ailleurs, c'est une bonne idée. On demande aux personnes sur quel site vous allez. Probablement, on va tous sur genre 10 ou 20 sites, les mêmes, dans des milliards de sites. On peut apprendre tout et n'importe quoi sur Internet et on va passer 80% du temps à aller sur le site qu'on aime bien et à se restreindre ses choix tout seul, sans être même conscient de ça. Est-ce que tu décèles du coup des problèmes éthiques? Alors là aussi, si on revient à la définition d'éthique qu'on venait d'introduire, c'est l'éthique de qui? C'est-à-dire pour Netflix, il y a des personnes qui ont certaines valeurs, qui croient que maximiser le temps passé pour les utilisateurs sur une plateforme, c'est pas du tout pas éthique. Au contraire, tout le monde le fait, genre un peu comme l'homme est un loup pour l'homme, et donc ou les gens qui utilisent le prince de Machiavel ou des choses comme ça, il y a des penseurs qui te donnent l'excuse de rationaliser ton choix en se disant tout le monde le fait.
On appelle ça la diffusion de la responsabilité un peu, genre tout le monde le fait, et du coup, la diffusion de la responsabilité qui marche aussi d'une autre manière, genre pourquoi c'est moi qui devrais le faire si que quelqu'un d'autre soit plus éthique que moi, pourquoi est-ce que ça va tomber sur moi et moi je dois perdre de l'argent. Et donc d'un point de vue c'est éthique si tu as une vision un peu plus égoïste d'un truc, mais si d'un autre côté tu es altermondialiste et tu crois que, je caricaturise juste pour illustrer le point, et tu crois que Netflix c'est le diable, c'est sûr que c'est absolument pas éthique. Et c'est ce qu'on essayait de te transmettre dans l'atelier, c'est qu'on ne voulait pas dire ça c'est éthique, ça c'est pas éthique, plus on voulait dire bah, là il y a un enjeu éthique, et selon la valeur que vous voulez défendre, il faut que vous soyez conscient de ce qui est en train de se passer. Donc pour quelqu'un qui est ultra-libéral, à fond, Netflix est hyper éthique, et pour quelqu'un qui croit qu'il faut respecter l'attention des gens, que les écrans c'est très mauvais, qu'on passe trop de temps à regarder la télé, Netflix est absolument pas éthique, c'est genre l'ennemi numéro un. Le fondateur de Netflix, il disait genre mon compétiteur principal c'est le sommeil. Donc, là aussi je pense que c'est important de nuancer, c'est-à-dire il y a les choses qu'on sait qui font du mal. Et là, l'éthique est beaucoup plus consensuelle, il faut qu'on l'arrête. C'est comme, je sais pas, on sait que des enfants qui boivent des shots de tequila à 10 ans, c'est pas bien pour le développement de leur cerveau. On va pas venir dire, bah, moi, mon éthique dit qu'il faut que tout le monde décide ce qu'ils veulent faire, et donc les enfants ont le droit de boire s'ils veulent boire. Donc là, c'est presque des injonctions, c'est là où la législation doit rentrer en jeu. On va venir et faire une loi qui dit, tu n'as pas le droit de boire avant 18 ans. Les enfants, par exemple, maintenant, il y a de plus en plus d'écoles qui disent le téléphone portable est interdit à l'école. On est dans des choix où, grâce à la science, à la recherche, on acquiert de la connaissance qui montre de manière quasi consensuelle que cette chose est mauvaise. Et là, on est presque dans le bien commun que dans l'éthique. Pour moi, l'éthique a cette dimension subjective où on ne sait pas encore. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et on est dans une sorte de débat moral de la question. Et on est clairement dans une sorte de retour du bâton qui s'est produit à chaque fois qu'il y a eu de nouvelles technologies. Quand on a inventé, je sais pas, les voitures, on n'avait pas de code de la route. On était en mode genre on y va à fond et on voit qu'est-ce qui va se passer. Et petit à petit, les lois sont venues et on commençait à remettre ces restrictions. Pas parce que c'était éthique, parce qu'on a commencé à découvrir que bah, si tu vas très vite, tu as plus de chances de faire des accidents, il y a des gens qui vont crever et donc on ne peut pas faire ça. Et on est en train de voir la même chose, qu'il y a des utilisations des écrans qui vont avoir des effets néfastes sur la qualité de vie, sur la santé. Et donc, même des boîtes comme Google ou comme Apple, qui sont quand même les champions du numérique, maintenant, la nouvelle version d'Android a une section dans les paramètres qui s'appelle, je pense, Digital Wellbeing ou un truc similaire où tu peux paramétrer ton téléphone. Par exemple, si tu dépasses 4 heures d'utilisation par jour, les couleurs deviennent noir et blanc. Ou bien si tu utilises, je sais pas, Facebook plus que 2 heures, pour réouvrir l'appli, il faut que tu mettes ton mot de passe à nouveau. Et donc, il faut séparer les choses qui sont en train d'être prouvées néfastes et qu'on a besoin en tant que société, par éthique, de protéger le consommateur, et d'autres où on est vraiment dans des choix un peu plus flous, on revient à ce genre de valeurs. Est-ce que je suis quelqu'un qui croit que chacun doit pouvoir décider pour lui-même, que l'État n'a rien à voir d'intervenir dans ces choses, ou est-ce que je pense qu'on a besoin de protéger le citoyen de lui-même? Et là, on rentre dans des visions beaucoup plus philosophiques du truc. Mais il y a sûrement maintenant un retour des bâtons, parce qu'on voit des grosses boîtes qui sont en train de dire oui, nous on va réduire la consommation des utilisateurs. Je veux que tu utilises ton téléphone. Apple qui dit je veux que mes utilisateurs utilisent les iPhones moins. Ceux qui pourraient se défendre, c'est pas nécessairement cynique. Apple font des sous quand tu achètes le téléphone, donc ils préfèrent que tu l'achètes que tu ne l'achètes pas. J'ai beaucoup de points sur lesquels je pourrais rebondir là-dessus. Moi aussi. T'en rajoutes. Du coup, les choses qui deviennent vraiment actées, on va dire, par la science, ou autre chose, eh ben, ça devient du bien commun en fait. Ça sort du cadre de l'éthique et ça revient dans le bien commun, c'est ça que tu veux dire? Alors, c'est ce que je crois, mais il y a des penseurs, il y a des philosophes ou il y a des courants qui pensent que même si c'est prouvé, par exemple, la société n'a rien à faire pour décider à la place de parents si leur enfant a le droit de boire de l'alcool ou pas. Je trouve que c'est une position très radicale et je pense qu'elle est minoritaire. Et donc oui, pour moi, je serais d'accord que une fois que le bien commun est acté, comme tu dis, je pense que l'éthique devient beaucoup moins nuancée, on va dire. Genre, le choix devient beaucoup plus simple que quelque chose comme si je mets un bouton dans mon appli, je vais gagner 20% de revenus. Si je le mets pas, je perds 20% de revenus. Est-ce que je le mets ou pas, en sachant qu'il n'y a pas un truc acté ou si je le mets, je suis en train de casser le développement cérébral des enfants comme les shots de tequila.
Et là, je trouve le sujet plus intéressant dans le sens où dès qu'il y a des nuances, l'échange est plus simple. Alors que quand quelque chose est, je sais que si tu dors pas et tu joues aux jeux vidéo pendant euh, 48 heures, tu risques de mourir, bah, c'est plus simple. Et il y a des développeurs de jeux, moi sur certaines consoles ou certains jeux, tu as une sorte de pop-up qui dit ça fait 4 heures que tu es en train de jouer, est-ce que tu penses pas que ce serait bien que tu prennes une pause? C'est intéressant parce que du coup, la définition de l'éthique vers laquelle on tend, ça serait du coup quelque chose qui est en cours et qui aurait du coup différentes opinions. Et qui sera attaché à des valeurs. Et attaché à des valeurs, c'est ça. Euh, Moi, j'allais rebondir justement aussi sur ce que tu disais par rapport à Google, maintenant, sa nouvelle politique. Ouais. On s'est rendu compte qu'ils ont fait un peu un changement. Maintenant, c'est plus consommer à fond, c'est consommer mieux. Euh, il y avait cet exemple, j'avais lu un article à l'époque en Amérique, où, d'ailleurs, tu as cité l'exemple de la voiture. Ouais. Où il y a un moment, ceux qui vendaient le plus de voitures, c'est ceux finalement qui vendaient des voitures assurées et sécurisées. Et là, du coup, on se pose un peu la question, parce qu'en même temps, c'est bien, du coup, si on reprend par rapport au numérique, on se dit, Google et Facebook vont nous dire, on va essayer de mieux consommer et on va faire attention à nos utilisateurs. Mais est-ce que derrière, on ne peut pas quand même essayer de l'éthique washing? Quelles sont les limites? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Cette question est beaucoup plus difficile parce qu'on rentre dans l'intentionnalité. C'est-à-dire, et là, c'est très proche d'un autre concept euh, qui est l'égoïsme en fait. On a deux sortes d'égoïsme, caricaturalement, l'égoïsme primaire et l'égoïsme secondaire. L'égoïsme primaire, c'est quand on dit je suis égoïste, c'est le truc classique, c'est par exemple je vais écraser tout le monde pour mon bien. Mais imagine un autre scénario. Il y a le scénario classique, une vieille femme qui est en train de traverser la rue, tu la vois et tu décides d'aller l'aider à traverser la rue. Tu vas stopper les voitures, l'aider à traverser la rue, et tu as fait une bonne action. Mais que toi, ta motivation, tu l'as faite pour que les gens voient et disent putain, lui, il est gentil. Pas parce que tu veux aider la vieille femme. Ton action, c'est que tu l'as aidée. Ton intention est une intention égoïste. Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais ou bien? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre en compte l'acte ou l'intention? On appelle ça, c'est lié à un biais qui s'appelle les biais fondamentaux d'attribution. À quoi est-ce que tu attribues une action? Et donc, on peut prendre, et là on revient à l'éthique et aux valeurs, et aux opinions politiques, on peut prendre une position qui dit, ouais, Google, ils sont en train de faire tout ça juste pour maximiser les profits, et on peut prendre un autre point de vue qui dit, Google est en train de faire ça pour maximiser les profits, mais bon, tant mieux, c'est du win-win, genre, si en même temps ils peuvent maximiser les profits et euh, 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 protéger l'attention entre guillemets des utilisateurs, c'est tant mieux. C'est comme si une voiture dit, bah, je ne sais pas si tu sais, l'inventeur de la ceinture de sécurité, il n'a pas déposé de brevet en disant que tout le monde devrait l'avoir. Imagine que ce mec avait déposé le brevet et qu'il y a juste un constructeur de voiture qui peut avoir ça et que ce soit une campagne marketing, genre avec nous tu as une ceinture de sécurité, avec les autres, si tu rentres dans un mur, tu pars par le pare-brise. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Logiquement, tu as tout intérêt d'acheter la voiture qui a la ceinture de sécurité, mais en même temps, est-ce que c'est de la sécurité washing? Bah, l'intention devient très très compliquée. Et là, on revient à cette notion de spectre politique. Si tu es quelqu'un, je sais pas, d'extrême gauche, pour toi Google c'est le diable, bah, c'est de l'éthique washing. Et si tu es quelqu'un qui est plutôt libéral, tu vas te dire, bah, tant mieux, ils sont en train d'apprendre, et on devrait être très admiratif de ce travail. Euh, et c'est super. Moi, personnellement, je pense que c'est au cas par cas. Je pense pas qu'il y a des choses absolues. Je pense que dans Google, des fois, ils vont faire des trucs qui sont vraiment hyper cyniques et d'autres bien. J'essaie autant que je peux de m'éloigner de la binarité des choses. Je pense pas qu'il y a Facebook des méchants, je sais pas, Alter Echo, c'est des gentils. Je pense que Facebook fait plein de trucs qui sont des salauds. Et des fois, ils font des trucs comme, je sais pas, les alertes pour euh, catastrophes naturelles qui rassurent tout le monde, et d'autres qui sont pas bonnes. Et il faut vraiment faire du cas par cas. Je fais long, mais... Et encore, tu veux dire quelque chose encore? Non. Et encore une fois, enfin, moi je me demande si d'ailleurs, du coup, c'est pas du coup le temps qui va nous dire si... Tu vois, parce que maintenant, l'exemple de la sécurité, de la ceinture de sécurité, ça nous semble dingue maintenant de nous dire qu'il n'y aurait qu'une seule personne qui aurait privatisé la chose. Et ça nous semble pas éthique de maintenant. Alors que peut-être qu'à l'époque, c'était tout nouveau, et c'était peut-être pas quelque chose qui était encore dans les consciences, et les gens se disaient ouais, c'est un plus et c'est rien, c'est sans plus. C'est vraiment un truc qui s'est passé des millions de fois, et je suis complètement d'accord avec toi qu'on n'a pas encore le recul nécessaire. J'ai commencé ma partie dans l'atelier avec une diapo où c'était écrit un peu de nuance, d'expliquer qu'on n'a pas encore ce recul. On ne sait pas, par exemple, aujourd'hui on a des études qui montrent que les écrans sont mauvais, par exemple, pour les enfants.
C'est des enfants qui sont nés avec des parents qui ne baignaient pas avec des écrans. Genre moi, ma génération, il n'y avait pas d'écran quand j'ai grandi. Pas plus que ça, à part la télé, quoi. Il n'y avait pas d'écran. On ne sait pas si 2 générations plus tard, quand les parents et les enfants ont grandi dans un état d'écran, si les écrans seraient mauvais, comme l'électricité. Je ne sais pas si les premières personnes qui ont grandi avec l'électricité, je suis sûr qu'ils pensaient qu'ils avaient des migraines parce que l'électricité faisait des ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, un enfant naît, et même moi, tu nais, nos générations, et l'électricité, c'est un acquis. Genre, tu appuies sur un bouton et il y a de la lumière. Euh, et donc, ça aussi, c'est important de ne pas avoir des jugements trop fermés. C'est pour ça qu'à Chiasma, on travaille sur la flexibilité mentale. Comment est-ce qu'on va accepter, des fois, des choses qui semblent aller contre notre éthique, qui nous créent ce déconfort en nous, qu'on appelle de la dissonance cognitive, et accepter que peut-être c'est juste, par exemple, un manque d'habitude. Euh, j'ai des nièces et des neveux et tout le temps mon frère et ma soeur me disent ah mais mon enfant il utilise l'iPad, c'est un truc de dingue, etc. Parce qu'ils comparent un enfant qui est né avec cet objet versus eux qui ont dû l'apprendre à l'âge adulte. Et on ne sait pas quelles vont être les conséquences sur la psychologie, sur le cerveau, du fait de baigner dedans. L'électricité, quand on l'a inventé, on électrocutait des éléphants pour voir qu'est-ce que ça fait, ou des choses complètement ouf, vraiment, genre. Et pourtant, c'est quand même. Alors peut-être que c'est des sources qui sont peut-être pas assez vérifiées, je ne sais pas. Mais c'est quand même des choses qui sont assez dingues. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression quand même qu'on est en train, sur la piste, de prouver que quand même les écrans, enfin, c'est pas très bon au début en termes de mémoriel. Enfin, moi je sais, Oui, oui, bien sûr. j'ai cru comprendre que tous les gens qui bossent à la Silicon Valley, ils mettent pas un seul écran entre les mains de leurs enfants avant qu'ils aient 10 ans. Parce que il est dit, alors après peut-être que, encore une fois, c'est pas prouvé. Ouais. Il est dit que un écran entre les mains d'un enfant, ça crée des cycles très courts, comme des jeux comme Candy Crush, des choses comme ça crée des cycles très courts, et du coup tu entraînes beaucoup moins, du coup ton cerveau il devient moins malléable, du coup, par exemple à l'activité mémorielle, et crée du coup des problèmes. Alors est-ce qu'à ce moment-là, si jamais c'est prouvé, il faudrait du coup, comme le tequila, arrêter d'utiliser les écrans Bien sûr. Après, la différence entre la tequila et les écrans, c'est que c'est sûr qu'il y a des études qui montrent ces effets néfastes, mais après, il y a aussi qu'est-ce qu'il y a sur l'écran. C'est-à-dire un enfant qui est en train de jouer à Candy Crush à 8 ans versus un enfant, disons, qui est en train de regarder sur YouTube comment fonctionnent les aimants. Genre, pourquoi est-ce qu'un aimant colle au frigo? Il va dire, maman, pourquoi est-ce que l'aimant colle au frigo? La mère ne sait pas répondre, parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ce que tu crois. Pourquoi est-ce qu'un aimant colle dans un frigo? Et elle dit, bah, ok Google, est-ce que tu peux montrer sur la télé, sur YouTube, pourquoi est-ce que les aimants collent sur le frigo? Et après, l'enfant regarde cet écran-là. Est-ce que c'est négatif ou pas? J'ai pas la réponse, je dis juste que avec le temps, on va avoir besoin de décortiquer un peu plus que les écrans c'est mauvais, Internet c'est bien, machin. C'est comment est-ce qu'on est en train d'utiliser ces choses et est-ce qu'il y a des différences? Et peut-être qu'on va découvrir qu'indépendamment de ce qu'il y a sur l'écran, ça a des effets néfastes et peut-être pas. Mais il faut qu'on fasse ce travail et sortir de la facilité de la caricature un peu, de genre c'est bien, c'est mal. Ou bien, et c'est pas parce que, je sais pas, Steve Jobs ne laissait pas ses enfants utiliser un iPhone, je sais pas si c'est un mythe ou pas, que c'est vrai parce que Steve Jobs n'est pas un expert sur le cerveau. Genre, c'est pas parce que tu as designé un outil que soudainement tu es un expert sur les conséquences de cet outil. La plus grande preuve, c'est Alfred Nobel. Il a fait la dynamite. Il savait pas que ça allait être utilisé pour tuer des gens et ça l'a déprimé pendant une grande partie de sa vie. C'est pas parce que tu crées quelque chose que tu peux prédire les conséquences de cette chose-là. Euh, et c'est ça pourquoi le travail de recherche est très important et de garder ce recul et de pas juste tomber dans ce qu'on nous, notre intuition est notre premier ennemi peut-être. Genre les explications intuitives. Bah, regarde, il est tout le temps sur son téléphone, donc c'est mauvais. Non, il faut aller vérifier et voir qu'est-ce qu'il y a sur le téléphone, comment est-ce qu'on l'utilise, à quelle heure, est-ce qu'il a mangé ou pas, il a quel âge, etc. etc. C'est intéressant parce que du coup, du coup l'idée c'est que finalement enfin quand tu dis qu'il faut pas être binaire, et moi je te suis tout à fait là-dessus, mais on se rend compte que finalement les gens ils ont aussi besoin d'être rassurés, tu sais. Ouais. Ils ont besoin d'avoir ces sortes c'est ça, tu sais, cette paralysie du choix, de se dire qu'il n'y a pas tant de choix que ça, et que c'est soit ça, et c'est pour ça que souvent on arrive dans des systèmes un peu manichéens, où ils se disent, ou c'est même des gens finalement qui sont au fond de bonne volonté, ils disent, Oui, la majorité. j'utilise trop la technologie, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui m'oblige à l'arrêter, tu vois, un truc comme ça. Enfin, j'utilise trop la technologie, c'est par exemple lambda, mais c'est un peu, toi, il y a un peu ce côté-là aussi, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est dur, et que des fois, finalement, peut-être les lois sont intéressantes ou pas. Alors, tu sais, au début, on parlait justement de ce côté un peu ethic washing.
Et tu t'expliquais justement à l'atelier comment finalement Google ou Android, ils se racontent en fait. Ouais. Ils racontent et ils créent du storytelling dans les gens en faisant leurs applications. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Je dirais même que c'est l'inverse. C'est les gens ont créé un storytelling qui commençait à grandir, qui commençait à être dangereux pour Google. Et du coup, et là on revient à l'intention, ou bien Google ont été pris par ce storytelling et sont devenus convaincus, et donc ils ont changé la manière de faire les choses, ou bien Google a été plus cynique et s'est dit, oula, là il y a une vague qui monte contre la surutilisation des téléphones, et donc on va créer une sorte de plateforme pour dire, nous aussi on est là pour essayer de vous aider à utiliser moins votre téléphone et à s'occuper de votre well-being, de votre bien-être. C'est lequel, je sais pas, je suis pas dans la tête des mecs de Google. Et là aussi, on revient aux valeurs. Si tu es quelqu'un qui est plutôt d'un certain bord, tu vas te dire, oui, c'est ça, Google, ils en ont rien à foutre, etc. Machin. Et d'un autre, tu vas te dire, Google est fait d'humains aussi. Eux non plus ne savaient pas. Et maintenant, ils savent, ils sont en train d'essayer de corriger le tir. Et pourtant, on savait qu'ils savaient. On savait qu'ils savaient. En tout cas, peut-être pas au début, mais à un moment, ils ont su, ouais. C'est Tristan Harris qui a lancé tout le truc, c'est un ex-Googler, donc... Et justement, je continue un peu là-dessus. Je me demande, mais alors, imaginons une boîte qui se rend compte que le storytelling ça marche très bien, etc. Là encore, il y a ce problème un peu d'éthique. Enfin, on le ressent en nous-mêmes, tu vois. On se dit, je vais contrôler l'esprit de l'humain, mais pour du bien. Enfin, tu vois, il y a ce côté. Mais là aussi, il ne faut pas perdre en complexité. C'est-à-dire l'éthique, là aussi, c'est sur un continuum. Je peux être éthique à 100%, à 0% et tout ce qui est entre eux. Imagine qu'une personne dans l'atelier, elle a dit, il ne faut pas diaboliser tout le temps les personnes qui décident. Imagine que toi, tu es un indépendant et tu crées ton appli. Et éthiquement, tu sais que c'est pas très bien de mettre ce bouton, mais c'est pas très très grave non plus. Et si tu le mets, ton appli va avoir 100 000 utilisateurs de plus. Est-ce que tu le fais ou pas? C'est-à-dire, c'est très simple de juger quand on n'est pas dans la position de la personne. Et je ne suis pas en train de justifier ou de défendre. Le but, c'est de comprendre. Et pour moi, comprendre, c'est très important. Et comprendre, c'est pas justifier. Je peux comprendre vraiment des horreurs. J'ai dû faire des consultes, par exemple, avec des gens qui sont pédophiles ou des choses comme ça. Et à un moment, je les comprenais. Je les justifiais pas du tout. Je pense qu'il faut avoir un système judiciaire qui fait gérer tout ça. Mais il faut juste ne pas être dans la facilité de se dire, juste c'est des salauds ou c'est des trucs comme ça. Est-ce que tu vas, toi, accepter si demain tu bosses dans une boîte et ton manager te dit tu es obligé de prendre 1 heure de repos après déjeuner parce que c'est important pour ton attention, par contre on va l'enlever de ton salaire? Est-ce que tu vas te dire éthiquement, pour mon bien-être, je suis d'accord, je vais perdre de l'argent sur mon salaire pour me reposer? Et c'est très cynique ce que je dis et c'est pas supposé, et j'espère que ça va jamais être comme ça, mais juste pour l'expérience de penser. Est-ce que tu vas dire oui ou non? Et est-ce que tu vas dire ok, je vais perdre mon salaire, une partie de mon salaire pour des raisons éthiques qui sont ma santé, ou non? Et donc même Google qui savait, peut-être que ça leur a mis du temps pour passer de je sais à j'accepte de perdre en temps d'utilisation, ou bien je sais, mais je veux absolument pas perdre des utilisateurs. Et au bout d'un moment, les utilisateurs ont changé. Et je me suis dit, maintenant, je peux bouger et je vais même pas perdre parce que ça devient de l'ethic washing. Ça devient un selling point. Ça devient un truc qui va vendre. C'est comme l'étiquette bio. L'étiquette bio, je suis désolé, mais c'est un des plus gros trucs de marketing au monde. Genre, ça veut rien dire. Presque que dalle. Et intuitivement, tu vois le petit truc AB bio et tu te dis, ouais, je vais prendre bio, je vais m'occuper de ma santé. C'est pas. Et encore une fois, c'est un curseur. Il y a des boîtes qui sont vraiment salauds. Par exemple, Amazon, on sait qu'ils traitent leurs employés comme de la merde. Et d'autres qui vont profiter un peu, mais sans plus. Et où est-ce qu'on replace ce curseur? Déjà, en être conscient que c'est un curseur, que c'est pas oui et non. Et deux, où est-ce que moi, au niveau personnel, je suis prêt à aller? Donc on est toujours dans ce côté où il faut on ait cette force de se raconter. Ouais, on est tous en train de se raconter tout le temps, ça c'est sûr. Tout ce qu'on se dit, genre on est tout le temps en train de se le raconter. Pour moi, le rêve serait qu'on soit conscient de plus qu'une seule histoire. C'est juste d'être conscient qu'il y a plus qu'une histoire. Et d'apporter aussi, mais finalement de faire croire, de donner la possibilité de dire que oui, on peut se raconter, tu vois. Et aussi c'est une grande force. On peut être dans ce qu'on appelle les Américains le win-win, quoi. Genre, on se raconte une histoire bien et on a des actions bien et tout le monde gagne. Malheureusement, la réalité, c'est que des fois, c'est pas possible. Des fois, genre, quelqu'un va lose et c'est là où est-ce que notre curseur. Des fois, je me dis non, moi, je ferais jamais ça, sous aucun cas. Et d'autres, je ferais jamais ça, mais bon, si tu me payes 10 000 balles, pourquoi quoi, tu vois.
Il y a des shows qui m'ont montré et les gens regardent ces shows et se disent ah mais voilà les hommes c'est des moutons, on n'a aucune dignité, genre les shows où genre est-ce que tu lècherais le pavé? Non, je lècherai pas le pavé. Je te paye 10 euros, tu es ouf. Je te paye 5 euros, 50 euros, tu es ouf. Je te paye 1000 euros. Est-ce que tu lèches 1 mètre de pavé? Et les gens sont ok, putain, 1000 euros, je lèche. Parce que c'est quoi la dignité, machin, machin. Et les gens jugent ces trucs, mais moi, pour moi, ça me fascine. Ça montre combien on peut être malléable des fois. Et d'un coup, c'est un prix. Là, dans l'occurrence, c'est un prix pécunier, donc c'est de l'argent. Mais on peut faire la même chose sur aider des gens, les questions sur l'intelligence artificielle. Une voiture qui est gérée par l'intelligence artificielle a le choix de te tuer pour éviter d'écraser 3 écoliers ou d'écraser 3 écoliers et de protéger le propriétaire. Il faudrait qu'on la code à faire quoi? Et est-ce que tu achèterais une voiture qui, si elle a le choix entre te tuer ou écraser des gens, te tuerait à toi parce qu'il y a plus de gens sur la route? Et il n'y a pas de réponse. C'est pour ça que la complexité, c'est ça qui nous rend intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Et si c'était un humain, est-ce que ce serait différent? Un humain va probablement essayer de sauver sa peau, quoi. Et donc, est-ce que l'humain est plus éthique dans ce cas-là que la machine, ou est-ce que la machine est plus éthique que l'humain? Donc, On se rend compte justement de ces. Je crois que c'est Julien qui attend. C'est pas grave. On se rend compte de ces problèmes un peu éthiques de comment. J'ai presque fini. Comment finalement, comment des fois on se déconstruit nous-mêmes, quoi. Enfin, tu vois, c'est bien ce que tu dis, c'est comment. Il y a des moments où on a des valeurs, tu vois, on a des choses, on dit voilà, je ne transigerai pas ça, je vais le faire. Et puis il y a des moments, il y a des choses, il y a des rouages, des choses qui vont te déconstruire et qui vont te dire. Et après, ça va créer une sorte de trou béant qui va s'agrandir de plus en plus. et on les change tout le temps. Et ce qui est cool et pas cool en même temps, c'est qu'on est tous en train de tout le temps changer nos valeurs. Mais c'est invisible. Parce que notre cerveau est une machine à créer de la cohérence où on sent qu'on est une même personne tout le temps et que moi je suis quelqu'un qui. Groucho Marx, les Marx Brothers pour ceux qui connaissent, qui n'ont rien à voir avec Karl Marx, hein, il disait voilà mes principes, si vous les aimez pas, j'en ai d'autres. Et du coup je trouve ça genre hyper lucide quelque part. Parce qu'on est tous en train de changer plein de nos valeurs, mais on se donne l'illusion que non, c'est fixe. Et on le voit, beaucoup de gens disent genre quand tu es jeune, tu es plutôt de gauche, en grandissant, tu deviens de droite. Et c'est pas tout à fait faux. J'espère que c'est pas vrai non plus. Mais on n'a pas cette impression parce que il y a un effet en psychologie qui s'appelle la cécité au changement progressif. On est aveugle au changement très très lent. C'est pour ça que tu ne te vois pas vieillir, tu ne vois pas prendre du poids, tu ne te vois pas perdre du poids, mais si tu te pèses, si tu vois quelqu'un en janvier 2017 et après tu le vois en janvier 2022, tu te dis oh putain tu as pris un coup de vieux. Dans ta tête, peut-être tu ne vas pas le lui dire de face, mais quand c'est toi-même, tu ne le vois pas. Et donc quand on change nos principes, quand on change nos valeurs, quand notre éthique devient malléable, jamais j'achèterai un téléphone à 600 euros. Et un jour je me dis ah, c'est pour mon travail, ma boîte paye la moitié, etc. Boum, j'ai le iPhone X à 1000. iPhone 10 à 1000 euros. Et on ne le voit pas parce que notre cerveau veut nous éviter cette tension interne pour nous dire bah, tu es quelqu'un de bien. C'est marrant cette sorte de contrainte technique. Et c'est vraiment intéressant de s'intéresser à la temporalité de comment ça joue. Genre, un exemple tout con, mais tu regardes le ciel, les nuages, j'ai l'impression qu'ils ne bougent pas, alors qu'en fait, tu les regardes pendant 10 secondes, ils bougent. Ouais. Mais on est dans ce côté un petit peu rapide. Bon, allez, on termine. Moi, j'avais une dernière question, un peu large. Ouais. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse là-dessus. Tu parlais du coup de ce côté de retour de bâton avec le numérique, avec les technologies. En ce moment, on est dans ce côté un peu, la technologie, on l'a consommée, maintenant, on fait attention. Il y a des lois qui arrivent. C'est un exemple qui, j'imagine, se déplique énormément. Et un exemple, on va dire, type, on va dire, de notre histoire de l'humanité. Et j'aimerais savoir si, du coup, grâce à ça, est-ce qu'on peut réussir à faire une sorte de prospection, à s'imaginer par rapport à la technologie, par rapport à l'éthique de la technologie. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain? Alors, il y a des gens, c'est leur boulot. Il y a beaucoup d'outils très intéressants. J'ai participé plusieurs fois à des ateliers de design thinking. Il y a des pages où vous pouvez aller où c'est des gens qui vraiment vont essayer d'imaginer qu'est-ce que ça va être. On peut utiliser, il y a plusieurs techniques pour faire ça, ou bien on utilise l'histoire, on voit sur des situations similaires qu'est-ce qui s'est passé, on essaye d'extrapoler. On peut utiliser la science-fiction pendant longtemps. Par exemple, la robotique, la majorité des règles de la robotique ont été posées par Isaac Asimov, auteur de science-fiction. Le mec n'a rien à voir, il a imaginé le truc et maintenant on le suit. Hergé a imaginé c'est quoi marcher sur la Lune avant qu'Armstrong ne marche sur la Lune. Et donc on a des exemples. Après, oui, il existe un tableau des règles versus. Souvent, c'est 30 ans. Ouais. Et après, il ne faut pas penser que ce qu'on imagine va être le réel. Parce que des fois,
la réalité, on dit la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire, si tu as une carte de Paris, tu vas aller de là à là, tu te dis ça va me mettre 10 minutes. Après, tu vas sur le territoire et je sais pas, il y a un camion qui bloque la route et tu te retrouves à ce que le trajet te prend 1 heure. Et des fois, ça marche à l'inverse. Par exemple, on parle du réchauffement climatique, qui pour moi est peut-être le sujet le plus important et le défi le plus grave qui fait face à la planète. Mais dans les années 1900, par exemple, ou 1890, les gens pensaient que New York allait s'ensevelir sous la merde parce qu'il y avait trop de chevaux. Et ils avaient calculé que s'ils continuaient à ce rythme, bah, la bouse de cheval va être tellement énorme qu'il va falloir évacuer la ville. Et c'était des projections très très sérieuses. Il y avait vraiment la panique de qu'est-ce qu'on va faire. C'est juste que quelques années plus tard, on a inventé le moteur. Et ironiquement, la voiture, à l'époque, était considérée le truc écologique. C'est-à-dire, le problème écologique, c'était la bouse des chevaux. Et la voiture venait et elle faisait pas, la voiture ne chie pas. Et du coup, ils se sont dit, la solution green, c'était la voiture, on arrête les calèches, on met les voitures. Et c'est là où la technique, des fois, on appelle ça les problèmes non mentalisables, on pouvait pas mentaliser, imaginer qu'on venait inventer quelque chose qui n'existe pas encore, qui va résoudre ce problème et que la voiture serait écologique. Aujourd'hui, on est face à d'autres problèmes. On ne peut pas vivre en se disant ah ben on va inventer quelque chose, on ne sait pas quoi, qui va résoudre le réchauffement climatique. Et les New-Yorkais ne pouvaient pas se dire on va inventer une voiture. Il fallait vraiment agir pour réduire ce problème. Et si en cours de route on arrive quelque part, tant mieux. Mais pour revenir à ta question, parce que je pense que j'ai un peu pris un détour, je ne m'avancerai pas sur ce qui va se passer, mais je pense que la notion de temporalité est une notion centrale. Il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis, surtout pour des sujets aussi récents. Facebook, c'est 2007, je pense, ou 2006. Les smartphones, c'est genre 2005. L'iPhone, c'est 2007 aussi, je pense, un truc par là. C'est rien. Imagine que ça fait juste 10 ans qu'on a inventé l'électricité, ou que ça fait juste 10 ans qu'on a inventé n'importe quoi, genre les lunettes. Je dis lunettes parce qu'il y avait une lunette, mais c'est pas un très bon exemple. Mais il faut le temps et ouais, tout s'accélère. Mais je suis pas sûr que tout s'accélère non plus. Je pense que c'est une impression parce que chacun de nous, et ça c'est aussi un facteur en psychologie, c'est que chacun de nous, ce que je vais dire va paraître évident, mais a conscience de juste sa propre vie. Et du coup, automatiquement, tu vas te donner l'impression que tout va vite parce que notre vie est assez courte. On ne sait pas sur des générations qu'est-ce qui va se passer. Et il ne faut pas tomber dans le piège de facilité de se dire genre c'est déjà passé avant, donc ça va se repasser comme ça et tout va aller parce que on parle les choses se passent, mais en fait c'est des humains qui ont milité, qui ont défendu, qui sont allés manifester, qui ont fait que les choses changent. Les choses ne changent pas toutes seules. On appelle ça de l'anthropomorphisation, quand on attribue des facteurs humains à des choses qui ne le sont pas. Les choses ne changent pas, les gens font changer les choses. Et donc on a besoin, indépendamment de ce qui s'est passé avant, de faire le combat, d'aller dans la lutte, de se battre pour ce que nous on croit sont nos valeurs, d'accepter que les autres ont d'autres valeurs. Et c'est ça pourquoi la diversité est quelque chose qui est intéressant, et d'espérer qu'à un moment on va s'y retrouver. Mais les changements sur l'électricité, sur la voiture, tout ce qu'on a dit, c'est des gens qui ont milité pour les avoir. C'est pas genre juste le temps. C'est le temps en conjonction avec des actions des humains qui font que les supermarchés sont obligés de mettre le prix au kilo. Parce qu'il y avait des marques qui faisaient format familial et le format familial était plus cher au kilo que le format pas familial. Et donc, entre les lois, les motivations individuelles, etc., le temps, j'espère qu'on pourrait arriver à des outcomes qui sont souhaitables selon mes valeurs à moi. Parce que chacun veut que ses valeurs gagnent au final. Je dirais que c'est un beau mot de la fin, j'ai envie de dire, une bonne prospection, un peu un mot d'espoir de se dire que finalement, il faut reconsidérer le temps avec notre cerveau, comment on imagine le futur et comment on le voit. Et finalement, ça peut peut-être nous permettre d'avoir un peu d'espoir, on va dire, pour ces problèmes environnementaux. Je suis complètement d'accord, mais l'important, c'est de ne pas juste se baser sur le temps, de comprendre que le temps tout seul, il ne fait rien, qu'il faut à côté un engagement fort. Mais le temps, c'est un facteur pour pas qu'on soit désespéré. Donc un engagement fort et en acceptant que des choses prennent le temps alors qu'on est tout le temps dans l'urgence. J'essaye de monter un labo pour étudier les biais liés aux questions environnementales parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et on était à une réunion avec des gens qui réfléchissent à ces sujets, des journalistes, des choses comme ça. Et je leur disais, genre, ça fait près de 30 ans, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais encore au Liban, je recevais le journal de Mickey et c'était genre l'urgence écologique. Et au bout d'un moment, c'est plus crédible de dire tout le temps c'est l'urgence. Genre, ça fait 30 ans qu'on est dans l'urgence. Peut-être qu'il faudrait qu'on se dise, on va faire des actions qui sont bien dans le temps. On va se dire, on va se donner 30 ans.
40 ans, genre. Limite, je vais même pas me mettre un décompte temporel, je vais juste me battre du mieux que je peux tous les jours. Et espérer que ça va aller, quoi. Et du coup, mettre le paquet sur l'effort sans se soucier du résultat. Et c'est ce qu'on a, par exemple, et ça c'est là où j'aime bien lier plusieurs domaines, c'est ce qu'on découvre sur l'apprentissage à l'école. Qu'il faut arrêter de juste juger les étudiants sur leurs notes, mais aussi sur leur effort. Si tu fais du mieux que tu peux, tu dois avoir une bonne note. Si la fois d'après, tu fais encore mieux que la fois d'avant parce que tu as mis encore plus d'efforts, tu dois avoir une bonne note à nouveau, même si tu as toutes les réponses fausses. Ça, c'est ta baseline, et à chaque fois que tu as une bonne réponse, tu es au-dessus de la moyenne, de ta moyenne à toi-même. Et donc renforcer l'effort et ne plus juste être obsédé par les résultats, genre on n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas à le faire, ou on tombe dans des paralysies différentes des paralysies du choix, mais où on se dit bah, c'est trop grand que nous et donc on peut rien faire sur le climat. Je sais pas comment on est parti sur le climat, mais j'ai cette tendance de mettre le climat un peu partout parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui est important.